Chapitre 2 de l'appendice de la mare au diable. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. La mare au diable de George Sand. Appendice, chapitre 2. Les livrées. Quand tout le monde fut réuni dans la maison, on ferma avec le plus grand soin les portes et les fenêtres. On alla même barricader la lucarne du grenier. On mit des planches, des tréteaux, des souches et des tables en travers de toutes les issues, comme si on se préparait à soutenir un siège. Et il se fit, dans cet intérieur fortifié, un silence d'attente assez solennel, jusqu'à ce qu'on entendît au loin des chants, des rires et le son des instruments rustiques. C'était la bande de l'épouseur, Germain en tête, accompagné de ses plus hardis compagnons, du fossoyeur, des parents, amis et serviteurs, qui formaient un joyeux et solide cortège. Cependant, à mesure qu'ils approchèrent de la maison, ils se ralentirent, se concertèrent et firent silence. Les jeunes filles, enfermées dans le logis, s'étaient ménagées aux fenêtres de petites fentes par lesquelles elles les virent arriver et se développer en ordre de bataille. Il tombait une pluie fine et froide qui ajoutait au piquant de la situation, tandis qu'un grand feu pétillait dans l'âtre de la maison. Marie eût voulu abréger les lenteurs inévitables de ce siège en règle. Elle n'aimait pas à voir ainsi se morfondre son fiancé. Mais elle n'avait pas voix au chapitre dans la circonstance, et même elle devait partager ostensiblement la mutine cruauté de ses compagnes. Quand les deux camps furent ainsi en présence, une décharge d'armes à feu, partie du dehors, mit en grande rumeur tous les chiens des environs. Ceux de la maison se précipitèrent vers la porte en aboyant, croyant qu'il s'agissait d'une attaque réelle, et les petits enfants, que leur mère s'efforçait en vain de rassurer, se mirent à pleurer et à trembler. Toute cette scène fut si bien jouée qu'un étranger y eût été pris et eût songé peut-être à se mettre en état de défense contre une bande de chauffeurs. Alors le fossoyeur barde et orateur du fiancé se plaça devant la porte et d'une voix lamentable engagea avec le chanvreur, placé à la lucarne qui était située au-dessus de la même porte, le dialogue suivant. Le fossoyeur. Hélas, mes bonnes gens, mes chers paroissiens, pour l'amour de Dieu, ouvrez-moi la porte. Le chanvreur. Qui êtes-vous donc, et pourquoi prenez-vous la licence de nous appeler vos chers paroissiens? Nous ne vous connaissons pas. Le fossoyeur. Nous sommes d'honnêtes gens bien en peine. N'ayez peur de nous, mes amis. Donnez-nous l'hospitalité. Il tombe du verglas, nos pauvres pieds sont gelés, et nous revenons de si loin que nos sabots en sont fendus. Le chanvreur. Si vos sabots sont fendus, vous pouvez chercher par terre. Vous trouverez bien un brin d'oisil, osier, pour faire des arcelets, petites lames de fer en forme d'arc qu'on place sur les sabots fendus pour les consolider. Le fossoyeur. Des arcelets d'oisil, ce n'est guère solide. Vous vous moquez de nous, bonnes gens, et vous feriez mieux de nous ouvrir. On voit luire une belle flamme dans votre logis. Sans doute vous avez mis la broche, et on se réjouit chez vous le cœur et le ventre. Ouvrez donc à de pauvres pèlerins qui mourront à votre porte si vous ne leur faites merci. Le chanvreur. Ha ha, vous êtes des pèlerins. Vous ne nous disiez pas cela. Et de quel pèlerinage arrivez-vous, s'il vous plaît? Le fossoyeur. Nous vous dirons cela quand vous nous aurez ouvert la porte, car nous venons de si loin que vous ne voudriez pas le croire. Le chanvreur. Vous ouvrir la porte? Oui, da, nous ne saurions nous fier à vous. Voyons, est-ce de Saint-Sylvain de Pouligny que vous arrivez? Le fossoyeur. Nous avons été à Saint-Sylvain de Pouligny, mais nous avons été bien plus loin encore. Le chanvreur. Alors vous avez été jusqu'à Sainte-Solange? Le fossoyeur. À Sainte-Solange nous avons été, pour sûr, mais nous avons été plus loin encore. Le chanvreur. Vous mentez, vous n'avez même jamais été jusqu'à Sainte-Solange. Le fossoyeur. Nous avons été plus loin, car à cette heure nous arrivons de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le chanvreur. Quelle bêtise nous contez-vous? Nous ne connaissons pas cette paroisse-là. Nous voyons bien que vous êtes de mauvaises gens, des brigands, des rien du tout et des menteurs. Allez plus loin chanter vos sornettes. Nous sommes sur nos gardes, et vous n'entrerez point céans. Le fossoyeur. Hélas, mon pauvre homme, ayez pitié de nous. Nous ne sommes pas des pèlerins, vous l'avez deviné. Mais nous sommes de malheureux braconniers poursuivis par des gardes. Mêmement les gendarmes sont après nous, et si vous ne nous faites point cacher dans votre fenil, nous allons être pris et conduits en prison. Le chanvreur.
et qui nous prouvera que cette fois-ci vous soyez ce que vous dites, car voilà déjà un mensonge que vous n'avez pas pu soutenir. Le fossoyeur. Si vous voulez nous ouvrir, nous vous montrerons une belle pièce de gibier que nous avons tuée. Le chanvreur. Montrez-la tout de suite, car nous sommes en méfiance. Le fossoyeur. Eh bien, ouvrez une porte ou une fenêtre, qu'on vous passe la bête. Le chanvreur. Oh, que nenni, pas si sot. Je vous regarde par un petit pertuis, et je ne vois parmi vous ni chasseur ni gibier. Ici, un garçon bouvier, trapu et d'une force herculéenne, se détacha du groupe où il se tenait inaperçu, éleva vers la lucarne une oie plumée, passée dans une forte broche de fer, ornée de bouquets de paille et de rubans. Oui-da, s'écria le chanvreur, après avoir passé avec précaution un bras dehors pour tâter le rôt. Ceci n'est point une caille ni une perdrix, ce n'est ni un lièvre ni un lapin, c'est quelque chose comme une oie ou un dindon. Vraiment, vous êtes de beaux chasseurs, et ce gibier-là ne vous a guère fait courir. Allez plus loin, mes drôles. Toutes vos menteries sont connues, et vous pouvez bien aller chez vous faire cuire votre souper. Vous ne mangerez pas le nôtre. Le fossoyeur. Hélas, mon Dieu, où irons-nous faire cuire notre gibier? C'est bien peu de chose pour tant de monde que nous sommes. Et d'ailleurs, nous n'avons ni feu ni lieu. À cette heure-ci, toutes les portes sont fermées, tout le monde est couché. Il n'y a que vous qui fassiez la noce dans votre maison. Et il faut que vous ayez le cœur bien dur pour nous laisser transir dehors. Ouvrez-nous, braves gens, encore une fois. Nous ne vous occasionnerons pas de dépenses. Vous voyez bien que nous apportons le rôti. Seulement un peu de place à votre foyer, un peu de flamme pour le faire cuire, et nous nous en irons contents. Le chanvreur. Croyez-vous qu'il y ait trop de place chez nous, et que le bois ne nous coûte rien? Le fossoyeur. Nous avons là une petite botte de paille pour faire le feu. Nous nous en contenterons. Donnez-nous seulement la permission de mettre la broche en travers de votre cheminée. Le chanvreur. Cela ne sera point. Vous nous faites dégoût et point du tout pitié. M'est avis que vous êtes ivres, que vous n'avez besoin de rien, et que vous voulez entrer chez nous pour voler notre feu et nos filles. Le fossoyeur. Puisque vous ne voulez entendre à aucune bonne raison, nous allons entrer chez vous par force. Le chanvreur. Essayez, si vous voulez. Nous sommes assez bien renfermés pour ne pas vous craindre. Et puisque vous êtes insolents, nous ne vous répondrons pas davantage. Là-dessus, le chanvreur ferma à grand bruit l'huis de la lucarne et redescendit dans la chambre dessous par une échelle. Puis il reprit la fiancée par la main, et les jeunes gens des deux sexes, se joignant à eux, tous se mirent à danser et à crier joyeusement, tandis que les matrones chantaient d'une voix perçante et poussaient de grands éclats de rire en signe de mépris et de bravade contre ceux du dehors qui tentaient l'assaut. Les assiégeants, de leur côté, faisaient rage. Ils déchargeaient leurs pistolets dans les portes, faisaient gronder les chiens, frappaient de grands coups sur les murs, secouaient les volets, poussaient des cris effroyables. Enfin, c'était un vacarme à ne pas s'entendre, une poussière et une fumée à ne se point voir. Pourtant, cette attaque était simulée. Le moment n'était pas venu de violer l'étiquette. Si l'on parvenait, en rôdant, à trouver un passage non gardé, une ouverture quelconque, on pouvait chercher à s'introduire par surprise, et alors, si le porteur de la broche arrivait à mettre son rôti au feu, la prise de possession du foyer ainsi constatée, la comédie finissait et le fiancé était vainqueur. Mais les issues de la maison n'étaient pas assez nombreuses pour qu'on eût négligé les précautions d'usage, et nul ne se fût arrogé le droit d'employer la violence avant le moment fixé pour la lutte. Quand on fut las de sauter et de crier, le chanvreur songea à capituler. Il remonta à sa lucarne, l'ouvrit avec précaution, et salua les assiégeants désappointés par un éclat de rire. Eh bien, mes gars, dit-il, vous voilà bien penauds. Vous pensiez que rien n'était plus facile que d'entrer séant, et voyez que notre défense est bonne. Mais nous commençons à avoir pitié de vous, si vous voulez vous soumettre et accepter nos conditions. Le fossoyeur. Parlez, mes braves gens, dites ce qu'il faut faire pour approcher de votre foyer. Le chanvreur. Il faut chanter, mes amis, mais chanter une chanson que nous ne connaissions pas, et à laquelle nous ne puissions pas répondre par une meilleure. Qu'à cela ne tienne, répondit le fossoyeur, et il entonna d'une voix puissante. Voilà 6 mois que c'était le printemps. Me promenais sur l'herbette naissante, répondit le chanvreur d'une voix un peu enrouée mais terrible. Vous moquez-vous, mes pauvres gens, de nous chanter une pareille vieillerie? Vous voyez bien que nous vous arrêtons au premier